Je viens de lancer Bonjour, l'enregistrement de... bonjour, c'est Gauthier Bonjour, Thibault de la Côte d'Ivoire. bonjour Thibaut, bienvenue. Vous êtes déjà Euh, plusieurs hein, de Côte d'Ivoire. J'ai l'impression qu'on a aussi dans le chat Doyer Joël de l'Institut national polytechnique en Côte d'Ivoire aussi. On a aussi Stéphane Laco. Bienvenue Stéphane, ravi de vous revoir, qui vient du Cameroun. On a Casimir qui travaille chez Caterpillar et qui nous écrit depuis le Tchad. Vous êtes beaucoup de Tchadiens dans ce cours. Donc je pense que vous allez pouvoir échanger vos pratiques. On a Karine qui nous écrit du Burkina et qui travaille chez Meder euh, en République démocratique du Congo. Bienvenue. On laisse encore une minute pour que tout le monde puisse nous rejoindre. J'ai démarré l'enregistrement de la réunion pour toutes celles et ceux qui ne sont pas disponibles. L'enregistrement sera disponible sur la plateforme peut-être demain. Bienvenue tout le monde. Bon, on va essayer de démarrer. Il est 35, donc on va démarrer la réunion et puis tout le monde pourra nous rejoindre en cours de route. Donc bienvenue à ceux et celles qui sont en train de nous rejoindre. On va essayer de démarrer. De toute manière, la réunion est disponible puisqu'elle est enregistrée. Donc un petit peu des lignes directrices pour la participation à cette réunion. Si votre bande passante Internet vous l'autorise, on essaye d'inciter à avoir les vidéos allumées. Ça favorise un petit peu plus l'échange et il est un peu plus humain. Lorsque vous parlez pas, bonjour Moïse, je vois votre tête maintenant. Euh, si vous Bonjour parlez Marie. pas, essayez d'avoir bien votre microphone désactivé pour éviter les bruits pour tout le monde. Vous avez également la capacité de lever la main pour participer. Donc, hésitez pas à le faire. Vous pouvez écrire dans le chat. Vous pouvez réagir avec les petits boutons en bas de votre écran. N'hésitez pas à participer. Cette réunion, elle est là pour ça, hein. Vous avez vu le cours en ligne, tout le contenu, il est disponible sur la plateforme. Ici, c'est vraiment une foire aux questions, un webinaire qui est là vraiment pour favoriser les échanges entre vous. Donc, utilisez-le et du coup, engagez-vous pour améliorer l'apprentissage. Comme je l'ai dit déjà avant, mais pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, la session est enregistrée et elle sera partagée peut-être demain, le temps de monter ça sur la plateforme. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer, je sais que les horaires sont un petit peu difficiles pour celles et ceux qui travaillent en journée ou bien qui sont sur le terrain. En fait, on a vraiment beaucoup de fuseaux horaires différents. C'est pour essayer de faire que les horaires conviennent plutôt à tout le monde et soient dans la journée. Euh, voilà. Alors, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, j'ai mis une petite introduction sur le Centre mondial de l'eau, donc le Global Water Center. Euh, Nous, on est un organisme qui n'effectue pas de projets directement sur le terrain.
Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du renforcement de capacité, on fait de l'assistance technique. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va faire. Donc, on fait du renforcement de capacité. C'est exactement ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. C'est des formations, c'est de l'assistance technique. Globalement, on travaille dans le secteur de l'eau en milieu rural. C'est un petit peu notre domaine d'expertise. À côté de ça, il y a aussi d'autres équipes qui travaillent sur l'innovation, donc qui travaillent plutôt dans la recherche, euh, sur des technologies, que ce soit de traitement de l'eau, de pompage, de tout ce qui concerne le secteur de l'eau en milieu rural. Donc il y a une équipe qui travaille là-dessus. Et puis, il y a également une équipe qu'on appelle plutôt de collaboration et qui, là, travaille plutôt avec les gouvernements, qui travaille à faire plutôt du plaidoyer pour que les normes de qualité et de performance dans le domaine de l'eau évoluent dans le bon sens. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on fait, les trois volets de ce qu'on fait au Global Water Center. Pour cette formation, on est deux formateurs. Donc je ne sais pas si Christian, tu es déjà connecté. J'ai pas l'impression de le voir. Bon, s'il se connecte, il pourra se présenter. Mais du coup, bah voilà, moi je m'appelle Marion Anglaton. J'ai un petit peu plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'eau, de la WASH de manière générale. J'ai travaillé sur le terrain pendant pas mal d'années, sur des projets de traitement de l'eau. Et puis, plus récemment, il y a à peu près 5 ans, je me suis spécialisée plutôt dans les systèmes de pompage d'eau par l'énergie solaire. Donc, exactement le sujet de cette formation. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter l'un ou l'autre. Si vous avez des questions sur le cours, je vous montrerai tout à l'heure comment faire pour nous envoyer des messages. N'hésitez pas à nous contacter, on est disponible pour vous. Vous allez voir que dans les forums de discussion, il va y avoir un petit peu de différence entre qui va vous répondre, puisque on s'est divisé les groupes avec Christian. Donc moi, je m'occupe plutôt des groupes un et 2. Donc les personnes qui sont dans les groupes un et 2, vous allez plutôt voir des messages provenant de moi. Et puis les personnes qui sont dans les groupes 3 et 4, vous allez plutôt voir des messages qui proviennent de Christian. Voilà. Après, si vous voulez me poser une question à moi ou à Christian en particulier, sentez-vous disponible d'aller vers la personne avec laquelle vous vous sentez le plus confortable. Euh, alors, en ce qui concerne les statistiques sur les participants en cours, nous, on aime bien euh, faire une petite représentation pour vous montrer un petit peu d'où vous provenez. Donc là, j'ai mis les statistiques uniquement sur les participants au cours en français, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en même temps que ce cours, eh ben, on a un cours en anglais et en espagnol. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de participants. Dans chaque cours, on est à peu près 130. Donc voilà, vous êtes plus de 300 à participer à ce cours en même temps dans le monde. Sur le cours en français, vous êtes exactement 126. Et donc évidemment, vous provenez la plupart hein, d'Afrique francophone. Euh, et on a pas mal de pays qui sont représentés, notamment les Tchadiens. Vous êtes 21. On a également 17 personnes qui proviennent du Burkina, 14 à Madagascar et 13 en République démocratique du Congo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voyez dans les forums de discussion ou bien dans le groupe WhatsApp qu'il y a des collègues qui travaillent dans le même pays. N'hésitez pas à vous rapprocher. Peut-être que ça sera plus facile de faire le cours à plusieurs ou bien d'échanger plus profondément sur les problématiques qui sont plus spécifiques à votre pays. Voilà. Je crois qu'on a juste quelques personnes qui proviennent d'Haïti également, donc je sais que c'est très tôt pour vous, mais je crois qu'il est 8 heures, donc ça reste quand même des horaires de travail. Donc bienvenue à tout le monde, et puis voilà, n'hésitez pas à échanger entre vous, surtout si vous provenez du même pays. Vous allez voir.
qu'on a beaucoup d'échanges dans ces webinaires. Nous, on aime bien organiser des petits quiz, des petits sondages. Donc, je vais lancer le premier sondage euh, qui va apparaître à votre écran. C'est également celui que je suis en train de présenter dans la présentation là. Mais on a un peu envie de savoir à quel point vous vous sentez confiant pour dimensionner des systèmes d'eau alimentés par l'énergie solaire. À savoir, est-ce que vous êtes débutant, donc vraiment vous êtes très peu confiant, ou bien est-ce que vous en avez déjà un petit peu fait, et vous êtes plutôt confiant, voire très confiant, voire vous êtes une rockstar des systèmes d'eau approvisionnés par l'énergie solaire. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour répondre à ça. Et ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de participation. Alors, on est à 91% de réponses de gens qui ont répondu. Donc, c'est super. Je vais terminer le sondage ici. Donc, normalement, vous allez voir les résultats apparaître sur votre écran. Donc, vous voyez que vous êtes quand même la plupart un peu confiants ou plutôt confiants. Donc, je vois qu'on n'est pas sur une team de débutants-débutants. Donc, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir avoir quelques échanges. J'espère quand même avoir des choses à vous apprendre à ce sujet-là. Mais normalement, le cours est assez technique. Donc, on devrait vous apprendre. Et l'objectif, c'est que vous deveniez toutes et tous des rockstars des systèmes d'approvisionnement en eau. Hop, voilà, je vais terminer le sondage. Alors, un petit rappel sur la structure et les dates du cours. Donc, ce cours en ligne, il n'est pas structuré comme la plupart des cours dont vous avez l'habitude. La plupart des cours, souvent, on rentre sur une plateforme et puis on peut faire à notre propre vitesse tous les cours et le terminer en 2 jours si on a envie ou le terminer en 4 mois si on n'a pas trop le temps. Ce cours-là, vraiment, nous, au Global Water Center, on est un petit peu différent des autres cours en ligne puisqu'on vraiment favorise l'échange entre les élèves. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de participation dans les forums, des discussions, etc., etc. Et bah, ça, nous, on part du principe que ça enrichit vraiment l'expérience d'apprentissage que vous allez avoir. Et c'est pourquoi on structure le cours sur 5 semaines puisque évidemment, pour échanger entre vous, c'est beaucoup plus facile si vous en êtes tous et toutes au même moment, au même endroit dans le cours. Donc c'est pour ça qu'on essaye de vous demander de suivre cette structure. Évidemment, il y a des personnes qui sont sur le terrain, donc ils n'ont pas la possibilité de suivre à la lettre semaine 1, semaine 2, semaine 3. C'est pas très grave, mais ne prenez pas trop de retard. Notamment parce que il va falloir y passer à peu près 5 heures par semaine quand même, dépendamment de votre vitesse, dépendamment de votre capacité d'apprentissage et dépendamment de peut-être vos connaissances de base sur le sujet. Il va vous falloir en moyenne à peu près 5 heures. Donc, si vous attendez la dernière semaine pour faire 5 semaines de cours, si vous faites le calcul, ça fait 25 heures, c'est énorme. Donc, je vous conseille vraiment de suivre cette structure du mieux que vous pouvez. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, la semaine dernière, on a fait la première semaine de cours. Donc, c'était la semaine du 6 au 12 avril. Et on a travaillé sur la demande journalière ou bien quotidienne en eau. Donc, on était là. Voilà. Euh, Ça va pas du tout au bon endroit, ça. Pardon. Mes, mes traits sont pas au bon endroit, donc oui, on était à cet endroit-là. Voilà. Du coup, on était sur la semaine du 6 au 12 avril. Les webinaires, ils ont une semaine de retard. C'est-à-dire que même si
Nous sommes sur la semaine du 13 au... Même si nous sommes sur la semaine du 13 au 19 avril, euh, on voit le contenu de l'unité 1. Et ça, c'est parce que, évidemment, pour vous, il vous faut un petit peu de temps pour assimiler et pour préparer vos questions pour cette foire aux questions, ce webinaire. Donc, évidemment, à chaque fois, on va revoir l'unité précédente. Donc là, on est le 14 avril et on voit le contenu de la semaine 1. Donc cette semaine, qui est la semaine 2, la semaine du 13 au 19 avril, normalement, vous devez être en train de travailler sur l'analyse de la ressource en eau, les débits de conception et les calculs de la HMT. Le webinaire qui reverra le contenu sera mardi prochain. La semaine 3, du coup, semaine du 20 au 26 avril, vous allez travailler sur l'unité 3, choisir une pompe. Donc ça, normalement, ces trois unités, la plupart d'entre vous, ça devrait être plutôt OK, puisque normalement, dans les critères de sélection pour ce cours, c'était d'être plutôt des ingénieurs qui travaillaient à peu près déjà sur le dimensionnement de systèmes de pompage de manière générale, pas forcément solaire. Donc normalement, ça devrait aller. Après, du coup, au niveau de l'unité 3, ça va commencer à se corser puisque on va aller vers les spécificités des pompes solaires, qui sont différentes des pompes qu'on utilise classiquement en hydraulique. L'unité 4, qui est l'unité la plus dense, on a décidé de la mettre sur 2 semaines. Donc elle sera du 27 avril au 3 mai et du 4 au 10 mai. Donc vous aurez 2 semaines pour compléter cette unité conception du système photovoltaïque qui, pour la plupart d'entre vous, sera vraiment des choses nouvelles. La plupart d'entre vous, vous êtes plutôt des hydrauliciens. Quand on commence à entrer dans la conception d'un système photovoltaïque, eh bien, on va mélanger de l'hydraulique avec de l'ingénierie électrique. C'est de l'ingénierie électrique quand même plutôt d'introduction, mais c'est quand même pas votre domaine de prédilection pour la plupart. C'est pour ça qu'on a gardé 2 semaines pour ce faire. Ok. Alors, un petit rappel sur les objectifs d'apprentissage du cours. Donc, normalement, ce que vous avez fait cette semaine, c'était baser le dimensionnement d'un PESS sur les normes internationales et les attentes de la communauté et calculer la demande en eau. Cette semaine, vous devriez être en train de démarrer le calcul de la HMT, donc hauteur manométrique totale, et euh, voilà, oui, la HMT, et choisir une pompe appropriée pour un projet PESS. Les autres objectifs, du coup, ce serait de concevoir un système photovoltaïque. Et le dernier objectif, ça va être d'évaluer la conception d'un PES. Donc, vous devriez être capable de, en voyant un système PES sur le terrain et en ayant toutes les spécifications techniques dans les mains, vous devriez être capable d'évaluer si ce système a bien été dimensionné ou pas. Alors, une petite pause pour vous permettre de participer. Donc, vous pouvez soit écrire dans le chat, soit prendre la parole. Vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes 24, donc je pense que vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez pour nous dire qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire et à participer à ce cours. Vous pouvez soit écrire dans le chat, soit directement prendre la parole si vous le souhaitez. Moïse. Qu'est-ce qui vous a incité à participer à ce cours? Oui, merci beaucoup, Marion. Moi, c'est Moïse Ishara. Euh, je vous joins à partir de la RD Congo et je travaille pour l'organisation World Vision. Donc, actuellement, j'occupe les postes de
de coordonnateur Roche et c'est au niveau national où j'appuie tout le projet au niveau national, le projet des Roches et infrastructures. Ce qui m'a incité le plus à participer à ces cours, c'est de renforcer une fois de plus mes compétences dans la conception euh, des ouvrages ou bien des systèmes par pompage solaire, étant donné que la RDC est un grand pays et que dans certains endroits ou bien dans certains milieux, on n'a pas toujours les sources pour nous permettre de faire des addictions en eau potable gravitationnelle. Et donc, on est contraint à un moment donné de faire aussi les forages. Et moi, en tant que coordonnateur qui appuie tout le projet, donc je suis censé aussi avoir aussi de compétences nécessaires pour appuyer tous les projets, quoi. Donc, c'est un peu ça mon motivation. Et donc aussi, mais me permettre d'avoir une grande vision sur la conception des systèmes. Donc, ne pas être limité dans un seul champ. C'est ça mon motivation. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Moïse. Eh bien, vous êtes beaucoup à provenir de la RDC, donc j'espère que après vos connaissances pourront ruisseler dans tout le reste du pays pour qu'il y ait des PES partout. On a Agos Thibault. Bonjour. Bonjour Marion, Bonjour. je suis Gossé Thibault, je suis conducteur de travaux dans une entreprise privée de l'hydraulique en Côte d'Ivoire. Euh, Ce qui m'a incité à m'inscrire et à participer à ce cours, c'est nous sommes dans un pays un peu sahélien et donc toute la population ivoirienne n'a pas accès à l'électricité. Il y a un taux de pourcentage un peu plus élevé d'accès à l'électricité, mais il reste encore beaucoup à faire. Et donc, nous avons toujours besoin, pourtant, nous avons besoin de l'eau potable dans les hameaux les plus reculés. Et donc, en participant à ce cours, ça nous permettra de pouvoir concevoir ce système dans ces endroits qui n'ont pas accès à l'électricité. Et ça va vraiment soulager. Et puisque c'est le gouvernement aussi de faire des efforts pour pouvoir permettre à ce que ceux qui n'ont pas accès à l'électricité aient aussi accès à l'énergie solaire, donc ça va vraiment permettre à ces populations-là de pouvoir se soulager. Donc, merci beaucoup d'avoir Merci. initié ce cours. Merci pour le partage. C'est vrai on est très surpris dans le bon sens de voir l'augmentation de la participation des entreprises privées à ces cours en ligne. C'est vraiment une très très bonne nouvelle, c'est-à-dire que le sujet est vraiment pris en main par toutes les parties dans chaque pays, donc c'est une très bonne chose. Merci de votre participation. Merci beaucoup parce que voilà, les gens nous consultent beaucoup dans ce sens, donc il fallait que vraiment on arrive à se performer pour pouvoir répondre à leurs besoins. Ouais, super. Ah, on a également Karif Alakava. Bonjour. Allô? Oui, bonjour Marion, Bonjour. vous allez bien? Moi, je m'appelle Kaba Karifala. Je suis le responsable hydraulique. En même temps, je suis le responsable projet hydraulique en intérim. Je travaille avec Charente-Maritime Coopération depuis 2022. Charente est en Guinée depuis 92. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a beaucoup poussé à suivre, à renforcer mes compétences dans le domaine du PSSF? En fait, aujourd'hui, nous appuyons les communes pour le développement de leur service public de l'eau. En Guinée, il y a eu des transferts de compétences. L'État a transféré, je crois, 7 compétences aux communes, d'où l'eau fait partie. Mais aujourd'hui, ces communes-là, des compétences ont été transférées, mais elles n'ont pas comment dirais-je, d'expérience pour la mise en place beaucoup d'expérience pour la mise en place du service public de l'eau ou bien d'une agence communale de l'eau. Donc, Sarante est là pour les appuyer techniquement, euh, pour, euh, pour la gestion du service public de l'eau. Mais aujourd'hui, en Guinée, notamment à Bofa, il y a
Hmm. beaucoup, mais il forage un peu partout. On a jugé nécessaire pourquoi ne pas faire des études sur des forages qui ont des très bons débits, c'est-à-dire transformer les PMH en une AEP, donc pour pouvoir plus de population et diminuer de forêt un peu partout, qui va non seulement affecter la nappe, donc si réellement il y a une AEP qui peut réellement, on fait un réseau d'addition d'eau potable, ça peut aider beaucoup plus la population que juste faire 10 forages avec PMH. Et une seule AEP peut fournir beaucoup plus avec le système panneau solaire. Donc, c'est aujourd'hui, bon, je vais non seulement apprendre auprès de vous et faire des transferts de compétences auprès de ces communes pour qu'elles puissent réellement euh, relever ces défis. Merci. Merci de votre participation. Effectivement, hein, ça va être très intéressant pour vous, et spécifiquement si vous allez passer de PMH à système AEP avec pompage solaire. J'imagine que vous allez beaucoup apprendre. Alors, on a également Kouassi Cyril qui voulait participer. Ouais. Bonjour. Ok, bonjour, euh, chers tous. Je suis Kwasi Cyril Kwadio, ingénieur hydrogéologue, chef de service hydraulique au ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, depuis la direction régionale de Korogo en Côte d'Ivoire. Et je suis aussi doctorant en troisième année de doctorat de géosciences et je fais la spécialité de protection des ressources en eau et modélisation. Voilà, donc déjà, pour cette formation, étant un acteur clé dans le développement de l'eau en Côte d'Ivoire, je travaille déjà avec ce système panneau solaire, puisque étant un acteur du service public, des projets sont lancés avec les panneaux solaires qui facilitent les conditions de vie vu que, comme Monsieur Gossé l'a dit, l'électricité, le taux de couverture n'est pas à 100%. Donc, il y a certaines régions ou localités qui n'ont pas encore l'électricité. Donc, avec le système panneau solaire, on arrive à desservir les populations. Et aussi avec les défis liés au réchauffement climatique qui crée par moments les variations de saison et l'insécurité alimentaire. Ce système permet d'optimiser les choses vu que euh, avec ces systèmes, on peut avoir de l'eau partout et irriguer nos champs. Irriguer nos champs. Donc, en ce sens, c'est vraiment une très bonne initiative de votre part parce que cela nous fera énormément de bien et nous aidera vraiment à, à dompter cette nature au jour actuel. Je vous remercie. Merci beaucoup pour le partage. Effectivement, il y a des représentants de toutes les parties là, hein. C'est très intéressant. On a effectivement des personnes qui proviennent des ONG, d'autres personnes qui proviennent des entreprises privées et puis des institutions. Donc, ça annonce des échanges très riches dans les forums de discussion. Casimir, bonjour. Oui, bonjour Marion, bonjour tout le monde. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Merci. Oui, moi, je m'appelle Casimir et je suis ingénieur généraliste par apprentissage de formation. Et donc, la motivation première qui m'a poussé à suivre ces cours, c'est d'abord la curiosité. Je suis d'abord je suis un installateur de panneaux solaires de base. C'est ce que je fais en freelance ici au Tchad.
Et de temps en temps, je suis sollicité par des collègues, ou des amis, des parents qui pensent que voilà, comme je suis installateur solaire, je peux quand même voilà, aider à concevoir des systèmes d'eau alimentée au polaire. Parfois, je décline l'offre, mais bon, comme la formation tombe à point nommé, je dis pourquoi ne pas le prendre et mettre à jour mes connaissances dans ce domaine et pouvoir être plus serviable pour mon entourage, en fait. Et peut-être, pourquoi ne pas envisager un changement de carrière, peut-être d'ici 2 à 3 ans, je ne sais pas. Parce que les métiers de l'eau sont trop en vogue, surtout dans nos pays sahéliens. Donc, je pense que ça mérite quand même matière à penser. Et pourquoi ne pas en faire de ça euh, une carrière à long terme? Eh ben, félicitations et bienvenue parmi nous. On a Ivan aussi qui voulait participer. Bonjour Ivan. De pouvoir une fois de plus me joindre à vous pour participer à ce cours. Alors, moi, je suis un acteur de développement avec une dizaine d'années dans le milieu rural. Euh, j'ai une spécialisation en WASH et j'interviens sur tout ce qui est projet d'adduction en eau potable. Aujourd'hui, je suis au Sénégal avec la Fondation Énergie pour le Monde dans le cadre de la mise en œuvre et le pilotage de 2 projets en lien avec l'agriculture et la sécurité alimentaire. Je travaille actuellement en Casamance, voilà, où j'aide les femmes à développer des AGR grâce aux usages productifs de l'électricité, notamment le système d'exhaust solaire, euh, les chambres froides, usines pour la production de glace en paillettes et aujourd'hui un peu l'aspect innovant d'e-mobilité, notamment les pirogues électriques pour pouvoir assurer voilà, les différents déplacements des biens et des personnes sur le fleuve Casamance. Je viens assister à ce cours une fois de plus, en continuité déjà de la première partie que nous avons tous partagée, dont le task que j'ai pu utiliser m'a beaucoup aidé, voilà, parce que c'était pas un outil que j'avais connaissance avant la première partie, mais surtout parce que je vise également une évolution de carrière vers les urgences. Et pour moi, qui voudrait intégrer plutôt la phase, la partie urgence. Et j'aimerais bien m'outiller davantage sur des réactions rapides. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des conditions limitées pour pouvoir apporter de façon rapide la ressource en eau potable pour les populations. Parce que dans mon contexte, on a tout le temps. On a le temps pour monter les procédures, on a le temps pour suivre les prestataires et tout. Dans le contexte de développement, j'aimerais plutôt gagner encore en rapidité, voilà, en répondant exactement aux besoins des populations. Voilà. Merci. Ben, ravi de vous revoir, Ivan. Merci de la participation. Alors, on a encore Ibrahima qui veut participer. Après, on va s'arrêter pour essayer d'avancer un petit peu plus loin. Bonjour, Ibrahima. Oui, bonjour Marianne, Bonjour, bonjour à tout, Hmm. Bonjour Marianne, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Baldé Ibrahima Cissé. Bon, je suis un ingénieur en génie civil et actuellement je suis responsable hydraulique au sein des Charentes-Maritimes Coopération en République de Guinée, à Bofa. Donc, ma motivation première pour suivre
pour m'inscrire et participer à ce cours. C'est pour vraiment, comme moi déjà je suis en début de carrière, c'est d'avoir les compétences en conception des ouvrages par le, sy- par le, par le- avec le système de pompage avec l'énergie solaire. Et d'ailleurs, comme déjà nous sommes dans des pays, disons, des pays sous-développés, et que nous évoluons dans le monde rural et dans ces zones reculées de ces pays, l'accès à l'énergie est un peu difficile. Donc, et que actuellement, presque dans toutes les organisations et même, disons, au niveau de l'État, il essaye de servir du système solaire pour alimenter ces zones reculées en eau potable. Donc, étant en zone rurale, je pense qu'avoir ces compétences est un atout pour la suite de ma carrière. Donc, c'est un peu ça ma motivation. Merci pour la Merci. participation et bienvenue. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui voulaient participer. Je suis désolée, on va s'arrêter là parce qu'il faut qu'on avance sur le reste de la présentation, mais je vous invite à écrire dans le chat ce que vous aviez à dire pour vous présenter, comme ça vous pouvez quand même échanger avec les autres. Alors, je vais faire juste un petit rappel sur les attentes du cours jusqu'à la certification. Pour pas que vous ayez des surprises à la fin du cours, au moment de demander votre certificat. Donc le premier point, c'est de compléter toutes les unités, donc les modules théoriques. C'est en fait, de lire le cours hein, jusqu'à la fin, et de tout compléter. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment vérifier que vous avez bien tout complété. Le deuxième point, c'est de réussir tous les quiz. Donc les quiz, vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez, jusqu'à obtenir au moins 80%. C'est participer à tous les forums de discussion. Je vous montrais tout à l'heure comment on fait, mais il va falloir faire chaque semaine une publication et deux réponses à des collègues dans les forums de discussion. Et ensuite, il faudra réussir l'examen final avec au moins 80%. Et pareil, vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Alors maintenant, je vais essayer de vous montrer un petit peu la plateforme d'apprentissage rapidement, parce que la plupart d'entre vous, vous avez déjà dû faire le cours PESS 101, donc le cours d'introduction, mais je vous fais un petit rappel pour que vous vous rendiez compte. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, normalement, vous devez arriver sur le tableau de bord qui est ici. Alors moi, je l'ai en anglais, je suis désolée, mais vous, normalement, ça devrait arriver en français, le tableau de bord. Et vous allez dans Mes cours. Et normalement, dans Mes cours, vous allez avoir le cours Conception des systèmes de pompage d'eau par l'énergie solaire. Et vous allez arriver sur cette page-là. Donc là, à gauche, vous avez le tableau des matières de tous les éléments du cours. Vous allez voir que les éléments qui sont à terminer ont un petit rond à côté. Donc là, par exemple, le programme, même si vous ne l'avez pas lu, ce ne sera pas un problème. Par contre, si vous n'avez pas effectué le test sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, là, parce que je vois qu'il y a un petit rond, et ben à la suite, vous ne pourrez pas avoir votre certificat. Donc normalement, dès qu'il y a des petits ronds, ça veut dire que ça demande une validation. Et une fois que le petit rond est vert, bah, ça veut dire que je l'ai fait. Je l'ai validé. OK? Quand il y a normalement en rouge, ça veut dire que bah, j'ai pas réussi le quiz. Donc il faudra que je le refasse. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement de la table des matières qui est sur la gauche. OK? Donc vous allez voir qu'il y a toutes les unités qui sont incluses ici. Donc maintenant, quand je vais cliquer sur un élément, par exemple, quand je démarre l'unité 1, euh, normalement, ça met activité en cours de chargement ici. Donc ça va prendre un petit peu de temps.
Voilà. Et le cours va s'afficher. Donc là, c'est en train de charger. Le cours va s'afficher et puis voilà, je peux commencer la demande en eau. J'ouvre la demande en eau et à chaque fois, c'est interactif. Vous cliquez à chaque fois sur continuer. On vous explique des choses. Il y a bien de télécharger pour c'est assez intuitif, hein. Euh, N'oubliez pas à la fin de cliquer sur terminer l'activité. Donc ici, je vais essayer de vous le mettre là. N'oubliez pas de cliquer sur terminer l'activité. Euh, oui, vous voyez ma souris là, voilà. N'oubliez pas de terminer sur terminer l'activité pour valider. Donc moi, si je fais ça, vous voyez que là, à gauche, mon petit rond, il est encore en blanc. Si je clique sur terminer l'activité, hop, alors ça n'a pas marché, désolée. C'est peut-être parce que je l'ai pas fini d'ailleurs, hein. C'est sûrement pour ça. C'est parce que j'ai pas fini. Mais normalement, si vous avez terminé tout ça là, les lectures requises, etc., etc., et que vous cliquez sur terminer l'activité, eh bien, ça vous apparaîtra en vert. C'est la même chose, les quiz, ça va apparaître en vert une fois que vous aurez terminé, tout validé, etc. Alors, quand vous êtes dans votre cours, donc vous pouvez soit recliquer là-dessus pour arriver sur l'unité 1 ou recliquer là-dessus pour arriver dans le cours. Une fois que vous arrivez donc dans ce cours, vous pouvez avoir, donc là, il y a tous les éléments qui sont inclus. Il y a un élément que vous pouvez regarder, c'est les annonces. Donc les annonces, elles sont là. Chaque semaine, normalement, je mets une annonce pour indiquer un petit peu les éléments du cours. Il y aura peut-être à certains moments d'autres annonces pour expliquer des choses dans le cours, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller consulter ça. Normalement, quand il y a une annonce, vous recevez un email aussi. Donc normalement, vous n'allez pas le louper. Pour ceux qui l'ont pas fait, il y a le lien d'un groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, je mets également une copie des annonces. Euh, je mets également une copie des annonces. Donc, vous allez avoir des informations dans ce groupe WhatsApp et vous pourrez également échanger entre vous, poser des questions de manière peut-être plus facile. Hop. Euh, Même si, du coup, vous avez ici dans la partie démarrer, vous avez un onglet qui vous indique questions et réponses. Donc, normalement, vous êtes divisé en groupes là-dedans. Donc là, vous ne le voyez pas parce que je suis en mode étudiant et que moi, j'ai pas de groupe associé. Mais normalement, ici, vous pouvez venir poser des questions. Donc ça, c'est important, si vous avez des questions, de venir les poser ici plutôt qu'individuellement à vos formateurs, puisque après, bah, tous les élèves pourront venir lire les réponses. Donc, si jamais vous avez une question concernant vraiment le contenu du cours, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas à venir les poser directement là-dedans. Comme ça, les autres élèves peuvent également voir votre réponse. Et il n'y a pas de questions bêtes et sûrement qu'il y a aussi d'autres personnes qui se posent la même question que vous. Donc, n'hésitez pas à venir la poser ici. Nous, les formateurs, on viendra y répondre. Comme ça, tout le monde peut voir les réponses aux questions. Euh, pour accéder au webinaire, il y a également le lien qui est situé ici. Donc n'hésitez pas à revenir si jamais vous avez perdu le lien. Il est disponible ici. Euh, Maintenant, donc là, normalement, vous avez à peu près tout compris sur comment ça marche dans le cours. À part, oui, je ne vous ai pas montré les travaux de discussion. Donc les travaux de discussion, dans chaque unité, vous rentrez sur travaux de discussion. Donc là, c'est un petit peu embêtant parce que vous n'allez pas voir. Je vais juste retourner dans mon rôle de formatrice. Donc là, je suis dans le groupe 1. Normalement, vous n'avez pas accès au groupe dont vous ne faites pas partie. Euh, donc, chaque semaine, vous allez avoir un élément qui est unité 1, travaux de discussion.
Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir faire? Il va falloir lire. Donc là, il y a la question qui est là. Et on vous dit quelles sont les deux, trois actions que vous entrepreniez pour définir une demande en eau adaptée et comment ces actions influenceraient la conception globale du système. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, ça va être donc lire la question comme il faut. Ensuite, cliquer sur Ajouter une discussion. Le sujet, je vais mettre réponse à la question, je sais pas, j'écris, ou bien à la question sur les PESS. Et ensuite, j'écris ma réponse en disant les trois actions à mettre en œuvre. Enfin, bah, vous écrivez votre réponse ici et vous cliquez sur Envoyer. OK, donc là, je ne vais pas le faire puisque c'est pas mon rôle, mais vous cliquez sur Envoyer. Donc ça, c'est le premier élément à faire. Le deuxième élément, ce sera de répondre à un collègue. Donc là, je regarde, je lis les réponses de mes collègues. C'est également important aussi de lire les réponses des collègues parce que bah, il y a des collègues qui pensent différemment que vous, qui ont d'autres expériences et peut-être qu'auront des suggestions intéressantes et qui pourront aussi enrichir votre expérience dans ce cours. Donc n'hésitez pas à lire toutes les réponses de vos collègues et ensuite vous pouvez décider de répondre. Alors vous, normalement, vous n'aurez pas tous ces éléments. Là, c'est moi parce que je suis modératrice du coup. Mais voilà, je pourrais répondre à Barthélemy en cliquant sur Discuter sur ce sujet. Donc là, vous voyez que moi j'ai déjà répondu, mais vous pouvez écrire répondre et vous écrivez Bonjour Barthélemy, tatati tata. Voilà. Donc là, dans les forums de discussion, vous allez devoir. Donc là, je peux revenir en cliquant ici. Vous allez devoir ajouter une discussion et répondre à au moins deux de vos collègues. Donc, ça vous force un petit peu à lire toutes les réponses et et à partager avec vos collègues. D'accord? Donc ça, à chaque fois, vous allez avoir besoin de cliquer là-dessus, de participer. Vous allez avoir unité 1, travaux de discussion, unité 2, travaux de discussion. Donc, il y en a vraiment dans chaque unité. Et c'est un critère pour avoir votre certificat. Donc, il va falloir faire ça. Il y en avait certains dans le cours d'introduction qui ont juste fait les parties théoriques. Bah, malheureusement, ils n'ont pas eu leur certificat parce que nous, au Global Water Center, on pense que vraiment une partie importante de l'apprentissage, c'est l'échange avec les autres élèves. C'est pas seulement le contenu du cours. Donc, n'hésitez pas à vraiment. Enfin, n'hésitez pas, c'est obligatoire, donc faites-le. Voilà. Après, si vous voulez envoyer des messages, si jamais, à votre formateur, vous pouvez cliquer sur ce petit onglet, rechercher la personne que vous voulez. Donc là, si vous voulez m'écrire à moi, vous écrivez Marion Onglaton, vous faites une recherche. Et puis, donc, j'apparais là. Donc là, je peux écrire, c'est comme un chat, hein, bonjour, etc. Après, nous, en tant que formateurs, évidemment, on travaille la journée sur des horaires de travail normal et vous êtes aussi plein de participants, donc on peut mettre un petit peu de temps à répondre. Mais si vous avez vraiment une question pressante, vous pouvez la poser directement dans le groupe WhatsApp et peut-être que d'autres élèves ont la réponse et pourront vous répondre avant nous, les formateurs. Donc voilà. La dernière chose, ah oui, je voulais me remettre en rôle étudiant pour que vous puissiez voir exactement ce que vous voyez. Donc quand je reviens dans le cours, si j'ai envie de regarder où est-ce que j'en suis dans mon cours, je peux juste cliquer sur Notes en haut. Donc quand je suis dans la page d'accueil du cours, vous avez information, participant et notes. Je peux cliquer sur Notes et voir où est-ce que j'en suis. Donc là, moi, j'ai pas fait grand-chose. Donc globalement, je suis à rien du tout. Et vous voyez que là, c'est écrit 0% sur la partie 1, 0% sur l'examen final, etc., etc. Mais vous pouvez regarder où est-ce que vous en êtes. Si vous ne voyez pas bien avec les petits points verts ici, vous pouvez venir regarder dans les notes et regarder comment vous avez avancé dans le cours
et du coup, où est-ce que vous en êtes. Donc ça, c'était un peu la dernière chose qui vous permet d'évaluer où est-ce que vous en êtes. Donc voilà, ça c'était un petit peu la plateforme d'apprentissage. Je ne sais pas s'il y a des questions vraiment techniques sur la plateforme d'apprentissage jusqu'à présent, des gens qui n'arrivent pas trop à naviguer sur la plateforme. Non, je ne sais pas s'il y a des questions, sinon on va avancer. Alors, j'essaye de... Voilà. Euh, donc oui, les webinaires hebdomadaires, je l'ai dit, ce sera tous les mardis à 12h30 GMT. Ah, on a peut-être une question de la part... alors, je sais pas, c'est Samuel, c'est ça. Il faut activer votre micro, Samuel. Ah, voilà, ça y est, on vous entend. Bonjour. Ok, bonjour. J'espère que vous me Bonjour, on recevez. vous entend. On vous entend, oui, D'accord, allez-y. merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Samuel Malbouvri, ingénieur en génie civil. Je suis du Burkina Faso. Je remercie vraiment cette initiative qui est une excellente initiative qui va nous permettre d'approfondir nos connaissances et surtout d'être dans la réglementation internationale concernant tous ces aspects d'eau. Hum. Ma question technique sur la plateforme, je sais pas si, parce que moi, je traite souvent avec mon téléphone et aussi avec mon ordinateur. Si j'ai pas l'ordinateur à côté, si je suis chantier ou je peux traiter directement avec mon téléphone. Mais je remarque que souvent, il y a des parties que je complète avec l'ordinateur, mais si je me connecte avec le téléphone, je vois que c'est pas complété ou bien c'est pas validé. C'est pas si une préférence de matériel. Il faut forcément travailler avec l'ordinateur, forcément, ou bien on peut travailler avec le téléphone. Merci. Alors oui, c'est vrai que souvent on essaie de recommander d'effectuer le cours sur ordinateur parce que la plateforme elle a tendance à fonctionner un petit peu mieux sur ordinateur. Après, si vous n'avez pas le choix que de le faire sur votre téléphone, faites-le sur le téléphone. Ma question c'est est-ce que lorsque vous effectuez votre cours sur le téléphone, si vous entrez sur l'ordinateur, est-ce que ça vous indique que c'est terminé? Si, souvent, il y a certains qui indiquent que c'est terminé, mais il y a d'autres qui ne sont pas validés. Donc, c'est là ma préoccupation. Je sais pas. Peut-être défaut de connexion, je sais pas. Je sais pas vraiment si c'est une préférence de travailler avec l'ordinateur. Oui, oui, il y a une préférence. C'est clair que si vous avez le choix, Ok, essayez plutôt de travailler avec l'ordinateur. Après, si vous n'avez pas le choix, que vous avez effectué une unité et que c'est pas validé, écrivez-moi directement avec peut-être une... Lorsque vous validez quelque chose sur votre téléphone, prenez une capture d'écran et vous m'écrivez, vous m'envoyez la capture d'écran pour montrer que c'est validé. Et puis moi, je verrai avec le service informatique comment on fait pour vous valider si vraiment vous n'avez pas le choix. ok. Ça marche. Merci bien. Merci. Ouais, merci. Ok, super. Du coup, on va essayer d'avancer. Donc, j'étais encore un petit peu là-dessus. Sur les webinaires hebdomadaires, du coup, qui auront lieu tous les mardis à 12h30 jusqu'à la fin du cours. Du coup, là, j'ai mis un petit peu des conversions sur les fuseaux horaires. Pour ceux qui se sont peut-être trompés cette semaine, vous l'aurez dans l'enregistrement de cette réunion. Donc, ceux qui sont au Burkina, au Sénégal, c'est bien midi et demi. Ceux qui sont au Tchad, en RDC, c'est plutôt 1h30. Ceux qui sont à Paris ou en Europe, c'est 2h30.
Ceux qui sont à Madagascar, c'est 3h30. Et pour ceux qui sont à Port-au-Prince, il me semble qu'il y en a quelques-uns en Haïti, c'est à 8h30 du matin. Donc, assurez-vous de bien connaître ce fuseau horaire. La participation à ces webinaires, elle n'est pas obligatoire, mais effectivement, si vous avez l'occasion d'y participer, faites-le puisque vous allez pouvoir échanger avec vos collègues. Les sessions sont enregistrées, ce sera toujours le même lien, il y a toujours le même mot de passe. N'hésitez pas à le mettre sur vos calendriers pour ne pas l'oublier. Donc voilà, comme Samuel le disait, la recommandation, c'est plutôt d'utiliser un ordinateur plutôt que le téléphone, dans la mesure du possible, effectivement. Je sais qu'il y en a certains qui peuvent pas emmener leur ordinateur professionnel à la maison le soir et du coup, ça peut être compliqué pour suivre les cours en ligne. Mais oui, essayez d'utiliser maximum un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau plutôt que le téléphone. Il y en a pas mal qui m'ont demandé par message si le cours était disponible 24 heures sur 24 ou quand est-ce que le cours était disponible. Il l'est, vous pouvez le consulter quand vous voulez. Si vous vous réveillez à 2 heures du matin, vous pouvez aller faire votre cours. C'est dans votre temps que vous pouvez le faire, dans votre temps libre que vous pouvez le faire. N'hésitez pas à vérifier les messages et les emails que vous pourriez avoir de la part de la plateforme. Euh, sur WhatsApp, il y aura juste des rappels clés qui seront faits. C'est pas toutes les communications ne sont pas faites juste sur WhatsApp, c'est juste des rappels clés. Donc, essayez de bien consulter vos emails et la plateforme pour voir si vous avez des messages. Les questions, on les fera vers la fin. J'essaie d'avancer pour qu'on puisse un petit peu revoir l'unité 1. Euh, hop, donc dans la révision de l'unité 1, on va avancer. Voilà, j'avais fait des petits sondages. Euh, donc je vais lancer ce sondage-là. Pour vous, selon vous, les normes IEC, donc la Commission électrotechnique internationale, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un accord signé entre les responsables de la mise en œuvre et la communauté qui fixe les conditions relatives au projet PES? Est-ce que c'est des normes techniques qui guident la conception des PES? Ou bien est-ce que ce sont des normes nationales qui sont suivies par tous les pays en rapport avec les ODD, les objectifs de développement durable? Donc, selon vous, quelles sont ces normes IEC, Commission électrotechnique internationale? On a quelques petites réponses. Normalement, ça s'affiche sur votre écran. Hop, je vais terminer le sondage. Donc, la bonne réponse, c'était la réponse 2. Vous avez été la plupart à répondre ça. Donc, effectivement, les normes IEC, c'est des normes qui guident la conception des PESS. C'est des normes internationales que vous pouvez consulter. Et normalement, vous aurez le lien dans le cours. Hop, alors, je me suis, je suis allée un peu trop vite. Donc là, on est sur un vrai ou faux. Est-il recommandé que le système soit initialement conçu pour répondre à la demande en eau individuelle prévue lors de la mise en service du système? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que le système doit être conçu pour répondre à la demande individuelle prévue lors de la mise en service?
Hop, vous êtes pas mal à avoir répondu, donc je vais terminer le sondage. Je vais vous partager les résultats parce que peut-être que la question a été mal comprise. Euh, donc la demande en eau individuelle de la mise en service, c'est-à-dire par exemple si je construis un système pour l'année 2026. Donc là, le système est prévu pour être construit en 2026. Sauf que souvent, on dimensionne un système pour plutôt 20, 30 ou 40 ans, dépendamment des normes nationales. Mais allons dire, du coup, je le dimensionne pour 20 ans. Donc, je le dimensionne pour 2046. Mais le système, il est construit en 2026. Donc, ça veut dire que le système, il va aussi devoir répondre à la demande de 2026. Donc, oui, c'était vrai. Il faut que le système puisse répondre à la demande lors de la construction, qui sera inférieure à, à la demande en 2046. Pourquoi vous allez voir dans le fichier de dimensionnement du Global Water Center, on identifie bien l'année zéro et l'année à l'horizon. Parce que c'est important, il y a certaines pompes qui vont pas pouvoir fournir de très faibles débits. Donc, il va falloir être conscient que on veut à la fois répondre à la demande lors de la mise en service, donc à l'année 2026, et on veut également répondre à la demande en 2046. Donc, il va falloir analyser ces deux situations pour pouvoir choisir une pompe qui convienne. Sachant aussi qu'une pompe, elle a une durée de vie de 8 ans, on va pouvoir peut-être prévoir un changement de pompe au bout de quelques années, dans le cas où ma demande, elle augmenterait de manière très très significative entre 2026 et 2046. Donc voilà, ça c'était pour un petit peu, c'était un petit peu la question piège. Et du coup, la dernière question, elle est un petit peu plus technique et c'était vraiment hop, alors, qu'est-ce que j'ai? Tac, voilà. Voilà, je vais lancer ce questionnaire. Donc, là, elle est un petit peu plus technique. Prenez un peu le temps. Donc, on est ici. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai donné la réponse, pardon. J'ai essayé de ne pas aller très vite, mais j'ai cliqué. Désolée. Donc, là, normalement, vous voyez ma souris. Donc, on essaie de calculer la demande en eau journalière ou bien quotidienne. Il y en a qui l'appellent l'une ou l'autre. Donc, la demande journalière, c'est DJ. Est-ce que la demande journalière, c'est la consommation individuelle, donc c'est I, consommation individuelle, multipliée par la population? Est-ce que la demande, c'est seulement ça? Ça, c'est la réponse 1. Est-ce que la demande, c'est la consommation multipliée par la population, auquel on va aller ajouter les autres utilisations quotidiennes de l'eau, donc le U, autres utilisations quotidiennes de l'eau, que ça peut être les institutions, les besoins pour le bétail, pour le commerce, pour l'industrie, pour les loisirs, et le L, qui sont les pertes en eau du système par jour. Ou bien est-ce que la troisième réponse, c'est la consommation d'eau journalière individuelle multipliée par la population plus les pertes en eau. Ou bien est-ce que c'est la quatrième réponse et est-ce qu'il faut juste se renseigner auprès des autorités locales et choisir la quantité de demandes journalières qu'elles recommandent, sachant qu'elles connaissent la quantité d'eau utilisée par les habitants de la commune. Donc voilà, je vous laisse répondre. Regardez un petit peu la question. Sachant qu'il y en a qui ont peut-être vu la bonne réponse dans la slide d'après que j'ai mise. Hop.
Alors, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire sur ma slide. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Ok, je vois que ça n'a pas augmenté depuis tout à l'heure, donc je vais terminer ce questionnaire et je vais vous partager les résultats. Donc, vous voyez que vous êtes la plupart à avoir choisi la bonne réponse qui était celle-là. Donc, la demande en eau quotidienne ou journalière, c'est bien égal à la consommation en eau individuelle, c'est-à-dire souvent dans certains pays, c'est compris entre 25 jusqu'à, aux États-Unis, c'est 200 litres par jour par habitant, ce qui est indécent. Mais, mais dans la plupart des pays, on est plutôt à partir de 30, 50, 60 litres par personne et par jour, qu'on va multiplier par la quantité d'habitants. Donc ça va être soit à l'année zéro, soit à l'année 2026, soit à l'année de l'horizon du projet. Ça va nous donner un volume. Ensuite, on va ajouter les autres utilisations journalières quotidiennes de l'eau, donc les utilisations qui peuvent être de la part des institutions, pour le bétail, pour le commerce, pour l'industrie. Et pareil, ça, on va faire une simulation à l'horizon du projet. Et puis, pardon, j'ai essayé d'effacer à l'horizon du projet ou bien à l'année zéro, donc l'année 2026 ou bien l'année 2046. Et on va ajouter les pertes en eau du système par jour. Alors, c'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier, il y a beaucoup de personnes ou beaucoup de personnes qui dimensionnent des systèmes qui calcule la demande en eau en ayant juste cette partie-là. Donc juste la consommation multipliée par la quantité de personnes. Et on a tendance à parfois ajouter, des personnes ajoutent cette partie-là, donc la partie autre utilisation de l'eau. On n'oublie pas les institutions, les privés. Souvent, dans des villes, on oublie un élément important, c'est les car wash. Les car wash, ils utilisent beaucoup d'eau. Et donc, il ne faut pas les oublier dans les autres utilisations de l'eau. Donc ça, c'est les commerces. Il faut identifier les commerces qui utilisent beaucoup d'eau et puis les compter dans cette demande en eau, bien évidemment. Et ce qu'on oublie aussi, c'est les pertes en eau. Les pertes, c'est important parce qu'il n'y a aucun système en eau potable qui a 0% de perte. Aucun. Des bons systèmes en eau potable, ils commencent avec des pertes. Les plus hautes, hein, des bons systèmes, c'est 20% de perte. Donc on est sur 80% d'efficacité. Après, un système qui est neuf, on va partir du principe qu'il va y avoir à peu près uniquement 10% de perte. Mais déjà, ça, c'est un bon système. Sur des systèmes qui ont 20, 30, 40 ans, 50 ans, notamment donc des vieux systèmes qui ont été installés en France, pas loin de chez moi, on est plutôt sur 80% de pertes. C'est énorme. Et donc, c'est non négligeable. Et il faut compter ces pertes. Il faut les prendre en compte pour calculer la demande totale de notre système. C'est très important. Il y a également Ibrahima qui nous dit qu'il y a le service de lutte contre incendie. Et effectivement, si vous êtes dans une grande ville, les normes nationales vont vous donner le volume des pertes incendie qu'il va falloir avoir. Alors normalement, le volume d'eau pour les luttes contre les incendies, c'est surtout au niveau du réservoir. C'est surtout lorsqu'on va dimensionner le réservoir, on va vous demander d'avoir au moins X mètres cubes pour la réserve incendie. C'est pas tant au niveau du réseau. Euh, mais oui, effectivement, il va falloir le calculer pour identifier si la ressource peut rencontrer cette demande. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette demande en eau, puisque c'était vraiment le cœur
de cette unité, de l'unité 1. Euh, Hop, voilà, c'est bon, je suis arrivée à enlever. On peut... Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus sur... Alors, il y en a peut-être dans le chat. Il y a Tom qui nous dit dans l'unité 1, nous calculons la demande en eau au moment de la mise en service du réseau, ainsi que la demande future qui tient compte de la croissance démographique. Il semble que nous devons ensuite choisir la demande en eau utilisée lors de l'étape 1 du fichier de conception, voire cellule F16. Oui, alors, effectivement, il y a, on doit choisir la demande en eau qu'on va utiliser. Donc, normalement, vous êtes d'accord avec moi, on utilise pour dimensionner notre réseau, on utilise la demande en eau qui sera celle de la population future avec la croissance démographique. Par contre, dans certains cas, on peut décider d'utiliser une demande en eau peut-être plus élevée ou plus basse. Vous allez voir, je crois que c'est dans l'unité 2. Justement, on a des discussions un petit peu politiques par rapport au camp de réfugiés. Donc, il me semble que le camp de réfugiés, c'est Zambouri. Sur Zambouri, donc on a un camp de réfugiés. Et souvent, les camps de réfugiés, c'est des éléments très politiques parce qu'en fait, les réfugiés, bon, ils sont pas censés être là. Donc, les autorités locales, elles n'ont pas vraiment envie de leur fournir de l'eau et elles n'ont pas vraiment envie de leur donner la légalité d'être là puisqu'elles sont pas censées être là. Donc, souvent, c'est un petit peu compliqué parce que on n'a pas le droit, entre guillemets, d'envisager une population future pour les camps de réfugiés, puisque ben, ils sont pas censés être là et normalement, ils devraient partir dès que la crise est finie. Sauf qu'en réalité, c'est souvent pas ça qui se passe et les réfugiés et les camps de réfugiés deviennent plutôt des habitats plutôt durables. Et souvent, il reste 15, 20, 30 ans, même parfois, dans les mêmes camps de réfugiés. Mais souvent, les autorités locales nous demandent de dimensionner que pour peut-être 5 ans, ou bien pour la capacité du camp de réfugiés. Donc, si le camp de réfugiés il a été construit, je ne sais pas, on est en 2026, on construit un camp de réfugiés, on dit il accueillera des réfugiés jusqu'en 2030, eh bien, on va nous demander de dimensionner le réseau pour 2030. Donc ça, c'est une raison pour laquelle on peut avoir une demande en eau qui est un petit peu différente de l'horizon du projet exactement. Euh, L'autre raison pour laquelle on peut avoir une demande en eau inférieure, c'est la capacité de la ressource. Donc vous allez voir que dans l'unité 2, on va aller calculer la capacité de la ressource. Disons, moi, j'ai une demande en eau qui est de 20 mètres cubes par jour. Et en fait, j'analyse ma ressource en eau. Et en fait, ma ressource en eau, elle peut donner que 15 mètres cubes par jour. Puis en fait, il n'y a pas d'autres ressources en eau. Donc, je vais dimensionner mon réseau que sur 15 mètres cubes par jour parce que je ne peux pas avoir plus. Euh, Maintenant, il va falloir que je mette en œuvre des politiques d'économie de la ressource en eau, euh, ou bien une cartographie du réseau par zone qui va dire on va distribuer de telle heure à telle heure dans telle zone, de telle heure à telle heure dans telle zone. En général, on évite ça au maximum, hein, mais il y a des cas où il n'y a pas de ressources en eau. Donc en fait, on ne peut pas faire mieux. Et du coup, ou peut-être on va combiner à la fois une ressource par pompage, donc celle de secours, et puis peut-être une ressource d'eau de pluie. Mais l'eau de pluie, elle n'a pas à être pompée. Donc dans ce cas-là, on va dimensionner notre pompe que sur nos 15 mètres cubes jour. Et puis peut-être il y aura d'autres mètres cubes qui seront faits par l'eau de pluie. Donc ça, c'est les petits points pour lesquels on pourrait avoir une demande en eau qui est inférieure. Après, on peut décider de avoir une demande en eau qui est supérieure à celle qu'on a calculée parce que l'autorité locale, par exemple, veut prendre plus de marge pour dimensionner le réseau. On a calculé qu'il fallait 20 mètres cubes par jour et puis l'autorité locale dit, moi, j'ai quand même envie de dimensionner mon réseau sur 30 mètres cubes par jour.
Alors, c'est pas forcément recommandé parce que le réseau, il va peut-être pas être dimensionné de manière la plus efficace. Mais parfois, bah, c'est la politique qui veut ça et on n'a pas trop de choix. Mais il faut faire ça. Alors, c'est de notre ressort d'essayer de faire un plaidoyer pour convaincre les autorités de dimensionner peut-être de manière un peu inférieure, mais peut-être qu'on va arriver sur une discussion et ils vont nous dire bah, c'est 25 mètres cubes par jour et c'est tout. Donc c'est aussi une raison pour laquelle peut-être on va dimensionner le réseau pour plus que la demande calculée. Alors, j'essaie de regarder. Alors, on a une question de Stéphane Laco qui nous dit, dans les camps de réfugiés, comment évalue-t-on le volume théorique des pertes prévisibles? Alors, bah, les pertes, en fait, c'est une estimation, hein. Dans la plupart des cas, on dit qu'un réseau neuf, il aura entre 5 à 10% de pertes sur le réseau. Donc, on parle vraiment des pertes du réseau, hein. On ne parle pas des pertes parce que les gens, ils ont laissé les robinets ouverts. Si les gens, ils laissent les robinets ouverts, là, vous allez vous retrouver avec 50%, voire 100% de pertes. Donc, ça, il faut l'éviter au maximum. Et ça, c'est de la communication et de l'éducation. Donc, c'est à part. Mais par contre, dans un système où les robinets sont pas ouverts parce qu'il y a un fontainier, il y a 5 à 10% de pertes. Ces pertes, elles sont sur le réseau. Donc, c'est-à-dire que les vannes, les jonctions de tuyaux, en fait, ça crée des pertes. Il y a des petites pertes tout le temps. Et sur un réseau qui est neuf, on les estime de 5 à 10% de pertes. Sur un réseau qui est déjà existant, il y a des manières de les évaluer, les pertes. On regarde, on ouvre tous les robinets du réseau. On ouvre tous les robinets, on mesure les débits à tous les robinets et on mesure le débit qui sort du réservoir. Et là, bah, en fait, on fait juste un bilan volumique, c'est-à-dire on regarde ce qui sort du réservoir, on regarde ce qui sort des robinets et on fait la différence entre les deux. Et ça, ça nous permet d'estimer les pertes sur le réseau. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je regarde les prochaines. Hop. Alors, Karine nous dit que techniquement, il vaut mieux évaluer conformément aux normes internationales. Euh, alors, c'est pas forcément toujours vrai. Les normes internationales, bah, ça dépend dans le pays dans lequel on est, en fait, hein. Ça dépend vraiment des usages de l'eau dans différents pays. Il y a des pays, comme je disais, aux États-Unis, leur demande en eau, elle est vraiment égale à 200 litres par jour par habitant. En France, la valeur nationale, c'est 120, ce qui est toujours plus élevé que dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, dans lesquels la plupart vous vous trouvez, où on est plutôt ben, entre 25 à 60 litres par jour par habitant. Donc ça, c'est vraiment des choses, et d'ailleurs, c'était le sujet de discussion du forum de l'unité 1, c'est d'essayer d'identifier comment on peut faire pour concilier les normes nationales, les normes internationales et la réalité du terrain. Et un élément que moi j'ai essayé de rappeler un petit peu dans les groupes de discussion desquels je fais partie, donc groupe 1 et 2, c'est les enquêtes de points d'eau. Ça, c'est des enquêtes qui sont hyper intéressantes. En fait, c'est vous mettez un enquêteur au point d'eau qui reste toute la journée. Et chaque personne qui vient chercher de l'eau, eh ben, on regarde combien cette personne a puisé au point d'eau, si c'est un seau de 20 litres, si c'est deux seaux de 20 litres. Et ensuite, on lui demande combien il y a de personnes dans votre ménage. Voilà, s'il y a 4 personnes, 5 personnes. Et ensuite, il est assez facile de diviser par le nombre de personnes, le volume qui a été puisé. Alors, ce ne sera pas exact, parce que effectivement, va y avoir des variations. Parce que la personne, peut-être, elle allait chercher 4 seaux un jour, puis le lendemain, elle n'y va pas du tout, parce qu'elle a fait des réserves. Bon. Mais sur une moyenne, on va être plutôt dans la norme. S'il n'y a pas de réseau existant là où on est, on peut aller dans un village voisin et on aura vraiment un aspect un petit peu réel. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si on passe d'une PMH à un réseau d'eau potable, souvent on va avoir un petit peu d'augmentation
de consommation. Parce que, bah, effectivement, la PMH, il faut pomper à la main. Donc, bah, c'est un petit peu embêtant. Le jour où on peut juste ouvrir un robinet et attendre, bah, on va peut-être consommer un petit peu plus. Donc, dans ce cas-là, on peut peut-être aller plutôt à un village voisin qui a déjà un système AEP, voir quelle est la consommation réelle. Ça, c'est vraiment, moi, je trouve, le meilleur moyen d'estimer la consommation. Parce que lorsqu'on fait des enquêtes ou bien des focus group et en disant combien on consomme d'eau, souvent on a des réponses. Les gens, ils vont dire oui, je consomme 4 bidons, 5 bidons. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Parce qu'il y a un facteur qui est celui du coût de l'eau. Des fois, certaines personnes, ben, elles vont consommer peut-être moins d'eau à ce point d'eau-là parce qu'il est payant. Donc, il faut vraiment essayer d'analyser la situation dans laquelle vous allez vous trouver. Euh, alors, on a Moïse qui nous demande quelle est la différence entre la demande en eau maximale lors de la mise en service et la demande anticipée lors de la mise en service. Euh, alors là, il me semble que la demande, il faudrait que je regarde exactement dans le cours. Je me note cette question, Moïse, et je la répondrai dans la partie questions-réponses du cours. Parce que il faut que je regarde en détail c'est quoi la différence exacte. Il me semble qu'il y a un facteur de sécurité entre les deux. Merci de m'avoir posé une colle. Je me la note. Alors, la différence entre la demande en eau qu'on a calculée. Ah oui, c'est exact. La question d'Ibrahima, c'est exactement la même. Donc, j'y répondrai. Et ensuite, on a cette politique explique-t-elle les problèmes comme celui d'Abéché dans l'est du Tchad, où les systèmes d'approvisionnement en eau des camps de réfugiés ont dû être étendus progressivement pour répondre à la demande croissance liée à l'augmentation du nombre d'habitants? Oui, exactement. Ce que je disais tout à l'heure, pour la problématique des camps de réfugiés, elle est très très fréquente. C'est-à-dire que les autorités locales, elles nous disent non, le camp de réfugiés, il est censé être là que pour un an maximum. Parce que politiquement, bah, c'est compliqué de dire on va mettre des nouvelles personnes à cet endroit-là, on n'a pas forcément envie de les accueillir. Il n'y a peut-être pas assez de ressources pour tout le monde, donc les autorités, elles forcent pour que ces gens-là viennent pas, sauf que bah, ils sont là. Les ONG disent ok, bah, c'est que pour un an, il y a un petit peu des phases de négociation qui arrivent. Du coup, bah, on construit un camp de réfugiés pour un an. Puis en fait, après, il y a une autre catastrophe naturelle qui arrive, ou bien il y a toujours la guerre dans le pays voisin, donc on a de nouveaux réfugiés qui arrivent. On est obligé de faire grandir le camp de réfugiés, donc on construit un deuxième forage pour agrandir le réseau, puis on agrandit le réseau petit à petit comme ça. Et du coup, on se retrouve avec des réseaux un petit peu multiples et qu'on est obligé de faire grandir à chaque fois, à chaque fois. Il faut savoir que ouais, les camps de réfugiés, c'est un problème qui est principalement politique et du coup, bah, les ONG sont vraiment obligées de s'adapter à chaque fois et ça peut être très compliqué, mais ouais, le problème politique, il est là. Et du coup, c'est très difficile, à part faire des plaidoyers avec les autorités locales pour essayer de les faire accepter les camps de réfugiés, on ne peut pas faire grand-chose dans ces cas-là. Il y avait un d'entre vous qui nous disait qu'il voulait se mettre à l'urgence. Je dirais que le problème de l'urgence, c'est celui-là. C'est principalement ouais, les camps de réfugiés dans des pays voisins. Bah, c'est faire accepter au pays accueil, du coup, d'avoir des nouvelles personnes qui arrivent et de se dire que ces personnes vont arriver sûrement pour une durée plutôt longue, souvent. Même si on a envie de se dire que la guerre va se terminer, que les gens vont revenir. Très très souvent, ce qui se passe, c'est que bah, les gens, ils arrivent et puis ils trouvent un travail ou bien ils créent un business. Et puis bah, ils ont envie de rester parce que les conditions, elles sont meilleures dans le pays d'accueil que dans leur pays d'origine. Donc bah, c'est sûr que ouais, ils ont tendance à rester. Voilà.
Ah oui, eh ben, du coup, il y a Karine qui nous a répondu sur la différence entre le... Et oui, je me rappelle, la demande en eau maximale lors de la mise en service et la demande en eau anticipée lors de la mise en service, c'est le pourcentage d'utilisation du réseau. Merci Karine d'avoir répondu. Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on met en place un nouveau système d'approvisionnement en eau, il n'y a pas forcément toute la population qui va utiliser cette eau tout de suite. Parce que bah, peut-être on va passer d'un système qui était gratuit comme une PMH à un système qui est payant. Et du coup, bah, là, il y a des gens, peut-être, ils vont pas se mettre à cette source d'eau tout de suite. Et donc peut-être qu'on aura un approvisionnement en eau qui sera peut-être que de 80%. Peut-être que 80% des gens qui vont utiliser ce système à la mise en service. Et puis après, petit à petit, en voyant que le service il est durable, en voyant que l'eau eh ben, elle est toujours potable, qu'il n'y a jamais de coupure, eh ben, on va petit à petit arriver jusqu'à 100%. Merci Karine pour cette réponse. Euh, hop, on a les mêmes questions qui reviennent. Alors, oui, on a Casimir qui nous demande si la même méthode peut être appliquée pour évaluer les stations de pompage destinées à l'irrigation. Alors oui, sauf que à la place d'avoir dans ce cas, je vais reprendre mon petit trait, à la place d'avoir j'arrive pas à faire mes traits. À la place d'avoir le CI ici, donc qui est la consommation en eau journalière individuelle et la population, ce qu'on va avoir souvent, c'est la consommation en eau par hectare. Ça, c'est parfois une norme nationale, parfois bah, il faut le mesurer, savoir en fait combien est consommé par hectare en irrigation. Très souvent, c'est plutôt une norme nationale que vous allez trouver dans les livres, hein. Et bah, du coup qu'on va multiplier par le nombre d'hectares. Donc dans l'irrigation, c'est pas la consommation d'eau journalière individuelle, c'est pas la demande en eau journalière, c'est le nombre d'hectares et la consommation en eau par hectare. Voilà. Euh, et ensuite, la dernière question, c'est il faudra discriminer entre les besoins quotidiens et la consommation quotidienne. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce que vous avez voulu dire là dans l'enquête? Il faudra discriminer entre les besoins quotidiens et la consommation quotidienne. Mm. Oui, Marion, merci. Dans ce qui est de l'enquête de points d'eau, il y a la consommation quotidienne que l'on va pouvoir mesurer, c'est-à-dire la quantité qu'ils ont effectivement consommée pour ce jour-là. Mais les besoins peuvent s'avérer être plus élevés et donc la valeur consommée peut être inférieure aux besoins à cause de différentes contraintes. Tu as évoqué par exemple le coût de l'eau, la distance du point d'eau, la pénibilité ou la disponibilité de la personne qui va prendre de l'eau. Donc, dans cette enquête de point d'eau, il faut peut-être euh, mesurer la consommation, mais après poser d'autres questions pour pouvoir faire l'estimation effective du besoin quotidien en eau, qui serait la demande en eau pour un service amélioré. Merci. Ouais. Oui, merci Stéphane de cette précision. Oui, je comprends mieux du coup ce que vous avez écrit. Oui, effectivement, comme disait Stéphane, il y a l'adéquation entre les besoins qui sont ce que les personnes voudraient vraiment et l'adéquation avec la consommation réelle. Donc c'est un peu ce que disait aussi Karine, c'est-à-dire que peut-être la demande en eau, en fait, elle est de 40 litres par jour par personne. Mais peut-être que bah, le prix de l'eau, il est peut-être encore trop élevé, ou bien peut-être que les personnes ne sont pas encore prêtes à payer autant pour un service en eau qui aujourd'hui est peut-être défaillant. Et du coup, peut-être que les personnes ne consomment que 20 litres par jour par personne parce que bah, en fait, un jour sur deux, il n'y a pas d'eau. Donc en fait, ils en consomment peut-être moins parce qu'il n'y a pas d'eau. Et du coup, effectivement, il va falloir regarder si l'eau est là 24 heures sur 24, si le service il est durable, si le service il est amélioré, comme vous disiez.
est-ce que ben, on consommera peut-être pas ces 40 litres par jour par personne? Donc ça, c'est effectivement important de combiner et de croiser les informations entre les informations collectées dans des enquêtes ménages ou bien des focus group et les informations collectées sur l'enquête de terrain. C'est important. Ok, ben, je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui étaient dans le chat. Euh, Si vous avez, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est là, donc je ne vais pas vous garder plus longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez dans le cours et allez dans la partie questions et réponses qui est ici. Questions et réponses pour poser vos questions et comme ça, tout le monde va pouvoir profiter des réponses que vous allez mettre. Euh, alors, je vois une autre question qui dit, concernant les pertes de charge entre une estimation détaillée à l'aide de formules comme Hazen-Williams ou Manning-Strickler et une estimation simplifiée à 5%, laquelle est la plus optimiste? Alors, en ce qui concerne les pertes de charge, il y a les pertes de charge en ligne et les pertes de charge singulières. Donc, les pertes de charge en ligne, ça correspond aux pertes de charge qui vont s'effectuer avec les frottements de l'eau sur les parois de votre tuyau. Ça, donc, c'est des pertes de charge qui dépendent du diamètre du tuyau, du débit et d'autres paramètres du coup qui sont dans ceux de Hazen, Williams et Manning-Strickler. Donc ça, c'est toujours recommandé d'utiliser ces formules-là pour les pertes de charge en ligne. Maintenant, il y a des pertes de charge singulières, donc ces pertes de charge qui vont arriver au niveau des vannes, au niveau des éléments de traitement, au niveau des coudes, au niveau des éléments un peu singuliers du réseau qui vont induire une perte de charge. Donc, des frottements particuliers qui vont arriver dans ces éléments. Donc, les pertes de charge en ligne, c'est vraiment les pertes de charge qui se passent dans les sections où on va tout droit avec un tuyau. Perte de charge singulière, c'est les pertes de charge qui vont arriver à des éléments, soit un coude, qui est vraiment un frottement très fort pour le flux d'eau, un système de traitement, plusieurs vannes. Et ça, ces pertes de charge singulières, alors soit elles sont données par le fabricant, dans le cas des systèmes de traitement, elles sont données par le fabricant. En fonction du débit, il y a une courbe et on va juste choisir notre débit et on va avoir les pertes de charge. Ou on peut utiliser des versions simplifiées comme vous le voyez, qui est souvent le cas pour euh, les coudes ou les éléments de réseau, on va utiliser ça. Voilà, qui du coup est différent des pertes dans le réseau. C'est pas les pertes de charge, les pertes, c'est les pertes de volume d'eau, les pertes physiques d'eau qui sont dues aux fuites dans le réseau. Donc quand on a une vanne, quand on a une jonction de tuyaux, va toujours y avoir un petit peu de fuite, même si la jonction est très 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 bien faite. Il y a des micro-fuites qui se passent sur le réseau et ces fuites, on les estime entre 5 à 10%. Voilà, donc j'espère avoir fait la différence entre les deux. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention, pour votre participation jusque-là. Du coup, le webinaire, il sera enregistré et diffusé. Donc, normalement, je le mettrai ici, là où, donc dans l'unité 1, il y a une section tout à la fin qui dit webinaire foire aux questions. Donc, vous pourrez cliquer là, il y aura l'enregistrement de la réunion si vous souhaitez la revoir. Je vous remercie. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez toujours sur l'unité 1 dans cet onglet-là. Et puis, je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de journée. Et, et on se voit la semaine prochaine pour le reste du cours. Au revoir. Ouais, au revoir. Au revoir. Merci Marion. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous et merci Marion. Au revoir.